L'essentiel continue. On va plus loin à présent avec Marc Semo, collaborateur de l'hebdomadaire Challenge et du journal Le Monde. Bonjour Marc. Bonjour. Et Antoine Mariotti, chroniqueur international à France 24. Bonjour Antoine. Bonsoir à vous deux. Au sommaire, l'insistance de Donald Trump. Il somme Téhéran de négocier avant qu'il ne soit trop tard. Le pouvoir iranien rejette pour l'heure le plan américain en 15 points, alors que Washington s'apprête à envoyer 3000 soldats d'élite supplémentaires dans le Golfe. Viktor Orban lui menace d'interrompre les livraisons de gaz à l'Ukraine. Nouvelle tension entre Budapest et ses voisins européens après les soupçons de collusion entre le ministre hongrois des Affaires étrangères et Moscou. C'est tout de suite, on va plus loin. La balle semble être bel et bien dans le camp de l'Iran. Washington a fait passer la proposition de plan en 15 points, même si Donald Trump semble dire que Téhéran n'a pas vraiment le choix. Écoutez. Je voudrais faire le point sur l'opération Fury Epic, un nom tout à fait approprié puisque nous sommes en train de complètement les anéantir. Au cours des 3 dernières semaines, nous avons frappé les capacités militaires de l'Iran avec une intensité que peu de gens ont déjà vue. Personne ne savait qu'on disposait de telles capacités. Nous sommes l'armée la plus puissante au monde. Je l'ai mise en place pendant mon premier mandat et je l'ai utilisée pendant mon deuxième mandat. C'est eux qui supplient pour conclure un accord, pas moi. C'est eux qui supplient et n'importe qui voit ce qui se passe là-bas comprend pourquoi ils veulent un accord. Ce ne sont pas des imbéciles. D'une certaine manière, ils sont très malins et ce sont d'excellents négociateurs. Ce sont de mauvais combattants, mais ce sont d'excellents négociateurs. Des négociateurs qui supplient qu'on trouve un accord. Je ne sais pas si on va y arriver, je ne sais pas si on est prêt à le faire. Tous les présidents depuis 47 ans auraient dû faire ça. Ils auraient dû le faire il y a longtemps parce qu'on ne peut pas donner une arme nucléaire à des fous. Alors, Donald Trump met une telle pression, Marc Semo, que son émissaire Steve Witkoff, jusque-là silencieux, a fini par dire, voir des signaux forts quant à un possible accord de la part des Iraniens. Oui, mais ça, c'est la méthode Trump habituelle, de ce mélange de wishful thinking, de dire on arrive à des résultats extraordinaires. Rappelez-vous, c'était déjà comme ça au moment du sommet, par exemple, d'Anchorage, en Alaska, avec Poutine l'été dernier. Voilà, c'est le Trump à l'état pur. Et là, ce qu'on voit, c'est effectivement pour le moment une situation dans l'impasse, où Trump, y compris vis-à-vis de sa base, est obligé de dire qu'il a des résultats et qu'on n'est pas en train justement de s'enferrer dans une guerre longue, incertaine, on ne sait pas très bien où on va. De l'autre côté, les Iraniens, ce qui est typique dans un conflit asymétrique, pour la partie la plus faible, le simple fait de tenir est une victoire. Donc les Iraniens tiennent. Alors effectivement, ça doit être absolument terrible, l'état des lieux, mais pour le moment, ils ont un certain nombre d'atouts. Ils ont le contrôle du détroit d'Ormuz. Pour le moment, ils voient que Donald Trump est empêtré, donc ils n'ont aucune raison de faire des concessions, d'autant que ce que demandent les 15 points autant qu'on en sache du plan américain, c'est de fait une capitulation pure et simple, puisqu'ils doivent accepter toutes les requête qui était faite depuis le début, qui était arrêt du programme nucléaire, contrôle du programme balistique, arrêt de l'aide au proxy, plus les détroits d'Ormuz. Donc pour le moment, voilà, on a une situation volonté contre volonté, et on ne sait pas comment on Direction Téhéran, Siavosh Gazier sur place pour France 24. Siavosh, l'Iran n'est guère enthousiaste, contrairement à ce qu'affirme Donald Trump. Et à la fois le pouvoir, mais aussi la foule qui se réunit tous les soirs, comme ici sur la place Engelab, la place de la Révolution. Il est 11h, 23h, donc ce soir à Téhéran. Cette foule qui va rester comme depuis plus de 30 semaines jusqu'à 1h, 2h, 3h du matin pour crier donc sa colère contre les frappes américaines et israéliennes et demander que le pouvoir résiste et n'accepte pas les conditions donc que veulent imposer les États-Unis. Cette foule qui demande que l'Iran fasse accepter les conditions de l'Iran, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de guerre, qu'il n'y ait plus de menaces de guerre, qu'il y ait des réparations donc pour les frappes qui ont été menées, 10 000 frappes donc, américaines et plus de 4 000 israéliennes, des destructions très importantes, d'une file déterminée de plus en plus importante et chaque soir qui réclame vengeance et demande que l'Iran aille jusqu'au bout.
Merci Siavosh Ghazi en direct de Téhéran pour France 24. Antoine Mariotti pour Donald Trump. Si les officiels iraniens restent pour l'heure aussi fermés, c'est que tout signe que l'un d'eux donnerait en direction d'une négociation, signerait d'après lui leur arrêt de mort. Oui, même si officiellement, à la demande du Pakistan, on enrobe ça un peu comme on veut, on aurait retiré de la liste des cibles potentielles et Ghalibaf, le président du Parlement, qui devient un peu une des voix diplomatiques de l'Iran, et Abbas Araghchi, qui est le ministre des Affaires étrangères. Il dit voilà, ils ont peur de reconnaître publiquement qu'ils parlent avec nous parce ils ont peur d'être tués sur place ou d'être tués par nous-mêmes. Bon, après, encore une fois, il faut être très prudent avec ce que dit Donald Trump. Je crois que Marc l'a dit très bien. Comme on nous dit depuis des jours et des jours qu'ils ont anéanti la totalité, ça a été dit, de la marine iranienne. Et ce soir, il y a 2 heures à peu près, le CENTCOM a dit qu'ils avaient anéanti 92%. Donc on n'est plus sur la totalité. Donc déjà, on est sur des détails. Mais enfin, oui, sauf que quand vous avez 10%, vous pouvez encore tirer. Et vous pouvez demander aujourd'hui aux Israéliens, par exemple, avec qui je suis en contact, que ils se prennent encore des missiles. Et contrairement à la propagande à la fois américaine de Trump et même de israélienne, ça continue à tomber. Alors c'est évidemment pas l'Iran, ils se prennent pas autant de bombes, il n'y a pas les 10 000, selon les chiffres américains, qui ont 10 000 bombes américaines, plus 15 000 israéliennes. N'empêche que ça reste une épine dans le pied. Et aujourd'hui, vous avez en Israël, par exemple, Lapid, qui est le chef de l'opposition, qui commence à dire c'est très bien, hein, c'est une part héroïque de notre histoire qui est en train d'écrire l'armée israélienne en Iran, en éliminant en grande partie en tout cas cette menace, mais on est en train de faire n'importe quoi aussi, et on est en train d'épuiser notre armée. Et donc même dans ces voix-là qui étaient pourtant très en soutien de ces guerres-là, ça commence à crisper un petit peu aussi. Ça ne veut pas dire que ça va changer quoi que ce soit, évidemment. Une source pakistanaise indique qu'Israël aurait effectivement retiré de sa liste le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi ainsi que le président du Parlement Mohamed Bagher Ghalibaf. Le signe que c'est eux qui pourraient être en négociation avec Washington par l'intermédiaire d'Islamabad. Oui, enfin, en plus, c'est assez logique, parce que de l'un comme de... Bon, Araghchi, on le voit depuis le début de la crise, en plus, c'est un diplomate tout à fait brillant, extrêmement malin, qui connaît bien les dossiers, et Ghalibaf était aussi une des personnalités dont on parlait beaucoup. Mais je crois que ce qui est intéressant à souligner, c'est le rôle du Pakistan. Parce que dans cette histoire, c'est un des États qui n'est pas directement pour le moment impliqué dans la guerre, donc il peut jouer les médiateurs, mais qui est dans une situation extrêmement dangereuse. Parce que le Pakistan a fait un accord de défense avec l'Arabie Saoudite, il y a un an et demi, extrêmement strict, puisqu'il prévoit que si l'un des deux pays est attaqué, les deux réagissent. Donc l'embrasement du Golfe avec des attaques beaucoup plus dures de l'Iran sur l'Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite qui dit haut et fort maintenant par Mohamed Ben Salman sa volonté de ne plus simplement être sur la défensive mais de répondre, donc risque d'élargir le conflit, y compris potentiellement au Pakistan. Pays qui de surcroît a une trentaine de millions de chiites dans sa population et où les manifestations après l'élimination d'Ali Khamenei ont été extrêmement fortes contre les Américains. Donc on est... Et par ailleurs, c'est une puissance nucléaire. Donc on est quand même dans une situation, c'est quasiment, je pense, la première fois que le Pakistan se trouve comme ça, propulsé au premier plan dans un rôle de médiateur diplomatique. On ne les avait pas trop habitués à ça. Plus c'est via les militaires, qui sont à peu près ceux qui tiennent, qui sont à peu près les seuls vraiment sérieux là-bas. Mais voilà. Mais il y a ce rôle du Pakistan qui est quand même très important et qui, par ailleurs, a aussi, je terminerai là-dessus, d'excellentes relations avec la Chine, qui est aussi un des pays qui fait pression pour qu'on trouve une solution négociée. Donc tout ça mis bout à bout fait que le fait qu'on puisse arriver à un compromis n'est pas nécessairement totalement impossible, parce qu'en dehors des rodomontades de Trump, il y a cette coalition d'intérêts qui sont à même de faire les interfaces avec les États-Unis, pour qui c'est absolument vital d'éviter que cette guerre ne s'aggrave. Je suis d'accord, je crois qu'il y a quand même beaucoup de monde qui a intérêt à ce que ça s'arrête. Les Iraniens, évidemment, parce qu'ils se font quand même taper de manière assez dure depuis un mois maintenant. Les Américains qui voient bien que ça ne se passe pas aussi vite et aussi bien qu'ils le voulaient, même si évidemment il y a une domination américano-israélienne dans ce conflit, ça va de soi, et il ne faut pas non plus
tomber dans le panneau de dire qu'ils sont dans une panade totale, sauf qu'à un moment donné, il faut en sortir. Et à force de nous dire depuis une semaine, on a gagné la guerre, on a rempli tous nos objectifs, très bien. Mais du coup, pourquoi ne pas en sortir? Et là, il pouvait y avoir, par exemple, sur Hormuz quelque chose, sauf que là, on nous présente un plan en 15 points qui est grosso modo le même qu'il y a un mois, ou même qu'il y a quelques années d'ailleurs, et qui complique les choses, parce qu'il a des demandes qui sont très importantes et qui ne sont pas forcément acceptables, en tout cas en l'état, de la part de l'Iran. Maintenant, bon, on l'a dit hier ensemble, c'est les premières demandes d'un côté comme de l'autre, elles sont complètement opposées évidemment, comme tout point de départ de négociation. Donc c'est pas illogique non plus, mais il y a en effet ces deux têtes que sont Ghalibaf et Arakchi du côté iranien, qui semblent quand même être désormais acceptés comme étant des interlocuteurs et pas des cibles, donc potentiellement un dialogue un peu plus simple déjà, même si l'Iran dit d'ailleurs qu'il ne négocie pas. C'est une négociation indirecte de fait, et ils ont répondu à une demande. Donc il y a négociation, soyons clairs. Elle n'est pas directe, mais comme bien souvent. Bon, entre Israël et le Hamas, il y avait une négociation qui n'était pas directe, mais qui était quand même une négociation. Donc bon, ça, qu'elle soit directe ou pas, j'ai envie de dire, c'est pas tellement le problème. L'essentiel, c'est qu'il y ait des informations qui s'échangent. Et c'est bien le cas. Et Arakchi, juste un petit point rapide, c'est en effet un diplomate important. C'était et assez doué. C'était le bras droit de Mohammad Javad Zarif au moment des négociations sur le nucléaire iranien. Il connaît ça par cœur. Ils étaient deux, pour tout vous dire, adjoints Zarif. Il y avait lui, il y avait Majid Tartravanchi, qui est devenu son adjoint. Et c'était vraiment les deux un peu clés. C'est-à-dire que, pour tout vous dire, les diplomates français les appelaient plic et ploc. Ils étaient inséparables pendant ces négociations-là. Et il a monté en gamme, alors que Zarif est devenu vice-président. Mais lui, on ne l'entend plus beaucoup ces derniers jours. Israël qui poursuit en parallèle sa politique d'élimination des têtes du régime. Dernier en date, le commandant des gardiens de la révolution iranien, commandant maritime de la force maritime. Alors cela va-t-il aggraver ou au contraire débloquer la situation dans le détroit d'Ormuz? Ni l'un ni l'autre. On a vu que jusqu'ici, les décapitations avaient un effet, somme toute limité. D'ailleurs, une des raisons de l'impasse de la guerre telle qu'elle est maintenant, c'est que les décapitations menées par les Israéliens et les Américains avec une grande efficacité ont eu pour effet de faire monter en puissance une autre génération, celle d'après, de gardiens de la Révolution. Jamais autant en Iran, autant de fonctions fondamentales ont été occupées par des gardiens de la Révolution directement. Avant, il y avait toujours un compromis, il y avait quand même quelques d'autres sensibilités. Et parmi les plus radicaux, qui sont la même génération, qui ont fait la même guerre Iran-Irak, c'est frappant pour Ghalibaf, c'est frappant pour le chef du Conseil national de sécurité qui a remplacé Ali Larijani. Donc voilà, donc on est dans cet Iran-là. Donc on voit que les décapitations ne servent à rien. Par ailleurs, elle est assez logique, puisque, désormais, tout se focalise sur le détroit d'Ormuz, qu'on peut imaginer que les Américains vont mener des opérations limitées pour éventuellement prendre en otage l'île de Karg, par où on exporte l'Iran exporte son pétrole, ou les 3 petits îlots du détroit d'Ormuz stricto sensu, qui permettraient de garder un contrôle face aux Iraniens du détroit. Donc c'est logique qu'on élimine le chef des passes d'Aran, Hormuz. Et juste un mot rapide pour compléter sur Ghalibaf, qui est un ancien gardien de la Révolution, en effet, qui a fait la guerre Iran-Irak. Grand pilote. Qui n'est pas un grand pilote, mais qui n'est pas un tendre non plus. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, Larijani, qui a été éliminé il y a peu de temps, que désormais tout le monde voyait comme le grand Manitou iranien et la frange dure, était vu comme étant un des interlocuteurs des Occidentaux, et celui avec lequel on pouvait presque le plus négocier au sein du régime, parmi la frange qui n'était pas les Arifs, Rouhani, etc. Alors que Ghalibaf, qui a été maire de Téhéran, qui a été candidat à la présidentielle et qui a perdu, était vu comme un dur. Et il y avait des inquiétudes côté occidentaux au fait qu'il puisse potentiellement être élu, parce que c'était une voie assez dure. Donc Ghalibaf, c'est pas un tendre non plus. Et même si Arakchi, le ministre des Affaires étrangères, est lui plus modéré, je dirais, pas réformateur, mais modéré, Ghalibaf n'est pas forcément c'est pas de l'eau douce non plus. Non, mais c'est aussi en général avec les durs qu'on peut négocier. Oui, bien sûr. Parce qu'ils ont une... Et puis qu'ils tiennent davantage. Dans la main sur l'appareil. L'Iran qui a autorisé le passage de 10 pétroliers, ce serait ça le cadeau dont parlait Donald Trump avant-hier, le signe d'une évolution du côté de Téhéran? On peut imaginer que oui. Mais, ça a été dans la foulée immédiatement. Mais c'est surtout une manière pour les Iraniens extrêmement habiles de dire, regardez, le détroit n'est pas bloqué.
en soi, il est uniquement interdit aux pays qui nous agressent. Et donc, il n'y a pas de raison parce qu'actuellement, il y a quand même, est en discussion aux Nations Unies, une résolution qui devrait créer le cadre pour une fois le calme revenu, mission internationale à même de garantir la liberté de circulation dans le détroit. Donc, c'est une manière pour les Iraniens déjà de dire, regardez, non, voilà. Et puis, en plus, ils commencent à faire monter les prix. Et comme si les tensions sur le marché international de l'énergie ne suffisaient pas, la Hongrie menace de réduire progressivement ses livraisons de gaz à l'Ukraine. Mesure de rétorsion décidée par Budapest en réponse aux dégâts causés à l'oléoduc Druzhba, censé lui approvisionner les Hongrois en pétrole venu de Russie via l'Ukraine. Kiev accuse Moscou d'être à l'origine de ces dommages. Les explications de Nicolas Chamontin et Gabriel Nadler. Dans une vidéo publiée sur Facebook, Viktor Orban fait une annonce fracassante et met la pression sur l'Ukraine. Nous devons aller de l'avant pour briser le blocus pétrolier et garantir la sécurité de l'approvisionnement énergétique de la Hongrie. De nouvelles mesures s'imposent désormais. C'est pourquoi nous suspendons progressivement les livraisons de gaz de la Hongrie vers l'Ukraine et stockons le gaz restant sur notre territoire. Tant que l'Ukraine ne fournira pas de pétrole, elle ne recevra pas de gaz de la Hongrie. Au cœur de la controverse, l'oléoduc Druzhba, un pipeline qui approvisionne la Hongrie et la Slovaquie en pétrole russe en passant par le territoire ukrainien. Selon Kiev, des frappes russes ont endommagé l'oléoduc fin janvier. De leur côté, Orban et son homologue slovaque Robert Fico, lui aussi proche de Moscou, accusent l'Ukraine de retarder les réparations et bloquent un prêt européen de 90 milliards d'euros au pays. Selon un rapport d'un think tank, le pétrole russe représentait 93% des approvisionnements de Budapest l'an dernier contre 61% en 2021, une dépendance notamment dénoncée par Donald Tusk. Le plus frappant, ce sont les tentatives d'Orban de reprendre des affaires normales avec la Russie sur l'énergie. Le Premier ministre polonais accuse également la Hongrie de bloquer 468 millions d'euros, une somme destinée à rembourser les pays européens finançant l'aide militaire à l'Ukraine. La décision de Viktor Orban intervient à moins de 3 semaines des législatives du 12 avril. Les sondages donnent son parti battu par l'opposition. Entre la Hongrie, qui soupçonne Volodymyr Zelensky de bloquer intentionnellement le transit de pétrole russe, et Kiev de son côté qui accuse Orban d'avoir en réalité augmenté ses relations avec Moscou, qui dit vrai, Antoine Mariotti? Pas moi qui pourrais vous dire précisément qui dit vrai, merci de me poser la question. Bratislava, d'ailleurs, bloque aussi en partie, d'ailleurs il faut le rappeler, pour les mêmes raisons liées à cet oléoduc Druzhba. C'est en tout cas clairement une situation délicate, ça montre un peu plus, encore une fois, que la Hongrie est un peu j'allais dire le canard boiteux, c'est pas le bon truc, mais le caillou dans la chaussure des Européens, en tout cas de l'Union européenne régulièrement. On a vu quand même que depuis le début de la guerre en Ukraine, souvent ça a été difficile avec la Hongrie, mais souvent elle a laissé passer, alors que là, elle semble un peu moins laisser passer. Elle semble durcir un peu le ton. Faut quand même noter aussi d'ailleurs que ce que disait d'ailleurs j'ai oublié son nom, le responsable européen, Donald Tusk. Voilà, qui est quand même intéressant, c'est de voir que la Hongrie continue à vouloir évidemment s'alimenter auprès de la Russie. Il n'y a clairement pas de rupture avec Moscou et on voit que c'est pas à l'ordre du jour. Et quant à la vitesse de réparation de cet oléoduc, donc je suis bien incapable de dire si elle est normale ou pas, Ursula von der Leyen, la semaine dernière, a annoncé que l'Union européenne allait aussi participer à faire en sorte que ça puisse être ouvert le plus rapidement possible pour éviter aussi d'ailleurs cette crise interne à l'Union européenne. Il y a de la mauvaise volonté pour réparer cet oléoduc ou pas, Marc Fesneau ? C'est pas de la mauvaise volonté. Zelensky a dit clairement, on ne répare pas l'oléoduc parce qu'il sert l'effort de guerre russe. L'Union européenne se débarrasse. Il alimente la Hongrie en pétrole. D'ici 2027, totalement du pétrole russe. Donc quel sens ça a de réparer cet oléoduc ? Alors, effectivement, Orban a un pouvoir de chantage. Et il l'a d'abord avec les livraisons de gaz à l'Ukraine, mais surtout en bloquant les 90 milliards prévus pour l'Ukraine. Bon, et c'est ce qu'il est en train de faire. Alors actuellement, on est dans cette situation absolument honteuse d'une Commission européenne qui dit on va prendre nous en charge la réparation de l'oléoduc et la payer pour sortir de ce blocage. Pour qu'Orban arrête de bloquer. Alors même qu'on a décidé dans un an d'arrêter. Tout faire, non, c'est eux qui vont le faire parce que les Ukrainiens ont dit jamais. Donc on est quand même dans une situation de fou.
Et on s'interroge sur pourquoi l'Europe n'arrive pas à être une puissance, à être considérée par les autres comme une puissance. C'en est quand même un cas emblématique. Vous vous imaginez ce que dit Vladimir Poutine dans son bureau en regardant la télévision quand on lui raconte ça. L'Europe paralysée par ses traités, ce sont les traités qui imposent l'unanimité sur l'octroi de ces 90 milliards. C'est la nécessité de revoir les traités, de créer plus de domaines sur lesquels on peut agir à la majorité qualifiée, etc. Alors ensuite, d'ailleurs, Poutine, je crois qu'il ne regarde pas la télévision pour savoir ce qui se passe du côté hongrois, puisque le ministre des Affaires étrangères hongrois, scoop révélé récemment, avertissait en direct pendant les réunions européennes son homologue russe de tout ce qui se passe, à savoir Sergueï Lavrov, diplomate émérite s'il en est, tout ce qui se passait. Donc on est quand même dans une situation pour le moins ridicule, parce que je voudrais quand même revenir sur ces 90 milliards. Ces 90 milliards étaient déjà un laborieux compromis qui accroît encore la dette des Européens qui est déjà abyssale, uniquement parce qu'à cause de la Belgique, on n'a pas eu le courage et la volonté politique de saisir les avoirs russes gelés. Ce qui permettait d'abord, c'était plus d'argent, et ensuite, ça n'accroissait pas la dette des Européens. Il y avait un mécanisme juridique qui permettait de le faire, qui était de dire que c'était une avance sur les futures réparations que devrait payer la Russie après la paix. Donc voilà, donc on est dans une situation qui est quand même absolument honteuse pour les 27. Bon, la Hongrie qui joue un peu le rôle de l'œil de Moscou au sens propre. Cinquième colonne, disons-le. Oui. Antonin, faut-il punir Budapest ou écarter la Hongrie et peut-être la Slovaquie des décisions importantes en Europe ? En tout cas, cette situation, elle est assez intenable d'avoir une personne, ou enfin un pays ou deux qui bloque l'ensemble, alors qu'il y a quand même une volonté européenne d'être en soutien à l'Ukraine notamment, et comme le disait Marc, par exemple, sur ce qu'avait fait la Belgique par rapport à la Russie. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de voix qui disent, bon, il y a un moment donné, ce système-là des prises de décision en Europe, il n'est pas tenable. Après, est-ce qu'on sera prêt à le lâcher le jour où ce sera nous, Français, qui ne seront pas d'accord sur un point? Peut-être que ça nous plaira un peu moins. Ça, c'est comme la réforme du Conseil de sécurité. Il y a toujours plein d'idées et plein de bonne volonté, mais au moment de passer à l'action et de le réformer réellement, on est tous contents d'avoir notre petit précaré et de le garder. Donc, c'est compliqué. Mais clairement, il y a un souci avec la Hongrie, mais comme il y a un souci d'ailleurs avec certaines libertés pour les personnes homosexuelles, pour la presse. Donc, il y a un souci qui n'est pas nouveau avec la Hongrie. Et qui a déjà été en partie sanctionné. Est-ce qu'il faut le faire davantage? C'est aux dirigeants européens de prendre leurs responsabilités et de le décider. Mais clairement, c'est un souci. Et en tout cas, ça montre en effet, et je rejoins entièrement, sur le manque d'unité de l'Europe. Et du coup, ça manque de force et d'apparaître comme une puissance mondiale réelle qu'elle pourrait être, parce qu'elle a tous les atouts économiques, militaires pour pouvoir l'être. Sauf que cette prise de décision fait que ce n'est pas possible et qu'en effet, Poutine, je ne sais pas s'il regarde la télé, mais s'il la regarde, il se frise les moustaches qu'il n'a pas, avec un plaisir non dissimulé de voir, parce qu'il le sait très bien. Il sait très bien que l'Europe n'est pas une menace importante. Alors c'est un gros caillou dans sa chaussure, parce que ça aide les Européens, etc. Mais c'est un peu en ordre dispersé parfois. Mais c'est sûr que c'est un problème pour les Européens qui n'est toujours pas réglé, dont on parle depuis longtemps. Et je pense qu'on aura de nombreuses autres occasions d'en parler ici même. Le salut, Marc Semo, peut-il venir des élections prochaines en Hongrie, le 16 avril? Le parti Fidesz de Viktor Orban aujourd'hui est donné perdant, si l'on en croit les sondages. Oui, alors effectivement, Péter Magyar, s'il est élu, s'il gagne... Parti Tisza, vous le voyez, voilà. Une avance de près de 20, plus de 20 points même. Voilà, donc c'est quand même une sérieuse avance. Il y a quand même une usure du pouvoir d'Orban. Ensuite, Péter Magyar vient du Fidesz. C'est pas un gauchiste, il est... un parti de centre-droit. Oui. De droite, ouais. Il est nationaliste, il est ultra-conservateur, etc. Enfin, voilà, c'est le même fond de sauce, moins le côté illibéral assumé, dictatorial, moins sensible aux pressions de Moscou. Ensuite, il faut quand même comprendre que Viktor Orban n'est pas pro-russe. Viktor Orban, c'est beaucoup plus cynique. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui pense, comme une partie d'autres leaders populistes d'Europe de l'Est, on parlait justement de Robert Fico en Slovaquie, etc., que la Russie, n'importe comment, va l'emporter, qu'elle restera là comme voisine, que les Américains se dégagent de l'Europe, que l'Union européenne ne sera jamais capable de se défendre vraiment, et que donc... C'est un réaliste, en fait. Voilà, et que donc, autant d'idées avec la Russie. Bon, c'était ce qu'on avait appelé à l'époque communiste. À propos de la Hongrie, on parlait du socialisme du goulash.
C'est-à-dire, voilà, on bouffe plutôt pas mal. Et puis, la plaisanterie était que c'était la baraque la plus gaie du camp socialiste. Voilà. Donc, il y a une longue histoire derrière de compromis et de compromission. Premier pays d'ailleurs à passer à l'ouest quand le rideau de fer est tombé voilà. en Hongrie. Voilà. Il y a aussi un côté chez Orban, au-delà de son réalisme, qui est d'aimer un peu à la Trump les hommes forts, entre guillemets, Absolument. parce que ce soit les Netanyahou, les Poutine, les Trump, c'est quelque chose qui lui plaît de faire partie, entre guillemets, de ce club un peu particulier, disons-le. Et juste sur les sondages, ils sont en effet assez frappants parce que le parti d'opposition est en train de grimper. Il était à 55% récemment, là c'est 58% dans les sondages. Il y a quand même plus de 20 points d'écart. Bon, cela dit, on avait tellement dit qu'Orban allait perdre lors de la dernière élection qu'il a gagné sans trop de difficultés, que je me méfie aussi un petit peu de ces sondages-là. Alors évidemment, le parti au pouvoir, Fidesz, sort des sondages qui les donnent gagnants, qui sont décrédibilisés par l'opposition, peu importe. En tout cas, je resterai assez prudent parce qu'on a tellement entendu la dernière fois qu'il allait perdre et qu'il a gagné assez haut la main. Non, parce qu'en plus, dans ce genre de pays, qui ne sont pas des vraies dictatures, les gens ont plutôt honte de dire qu'ils votent pour le parti au pouvoir. Oui. C'est-à-dire, c'est pas la peur de répondre au sondage. C'est quand même. Une forme de conformisme. Voilà. Donc, je ne dis pas que je vote pour le parti au pouvoir, mais au moment où je suis seul dans l'isoloir, je me dis au moins, voilà. Mais justement, c'est la force de Peter Magyar par rapport aux autres leaders qui avaient dirigé l'opposition. L'opposition s'est unie. Et en plus, voilà, il vient quand même de la même marmite de goulash. Et donc, voilà. Donc, quelque part, par me donner fin cet entretien, Marc. Il va être temps de passer à table pour vous deux, en tout cas, messieurs. Moi, je vais continuer. Merci d'avoir été avec nous, Marc Semo et Antoine Mariotti. C'était On va plus loin. On se retrouve, nous, dans un instant pour la suite de l'essentiel. Nous reviendrons à l'hommage national rendu aujourd'hui à l'ancien Premier ministre Lionel Jospin.